Nous sommes mardi, il a plu hier soir, je suis assortie au fauteuil et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Loft. Bonjour les amis et bienvenue. Merci beaucoup de nous choisir. J'espère que tout le monde se porte bien et que la journée a démarré de la meilleure des manières possibles. Hier, nous étions ensemble, nous avons parlé de la journée sans sac plastique et on espère que le message est passé. Aujourd'hui, on s'attaque à un tout autre sujet sensible ou délicat. Vous ferez le choix. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez forcément votre avis sur la question. Ce qui est sûr, on en parle parce que oui, ça bouleverse et chamboule des vies. Et il y en a qui n'arrivent pas à se relever, il y en a qui oui, il y en a qui s'engagent pour lutter contre. Il est question aujourd'hui de mutilation génitale féminine, spécifiquement de l'excision. Oui, on en parle aujourd'hui. Peut-être que vous vous dites, oui, on en a beaucoup parlé, oui, mais on n'en a pas encore assez parlé puisqu'on n'est pas encore arrivé à 0 cas d'excision au Burkina, en Afrique et dans le monde. Donc, on continue d'en parler jusqu'à arriver à là. En attendant, permettez-moi d'installer ceux qui sont ici avec moi. Et aujourd'hui, on va dire que pour la première partie, on fait la part belle aux dames. Philly qui est là aujourd'hui, toute rayonnante, comme toujours. Comment ça va, Philly? Ça va et toi? Ça va également. Alors, hier, j'étais pas là, ça s'est bien passé? Tu nous as énormément manqué. Ah bah, vous aussi? Sérieusement. Hier, c'était top. Hier, on a appris plein de choses. Oui. Franchement, c'était là. Mais t'inquiète, on ira à Bobo pour rattraper. Parce Il n'y a pas de qu'il problème. faut forcément qu'on y aille pour voir comment ces dames-là transforment les sacs plastiques dans nos poubelles en magnifiques objets déco, sacs et tout ça. Franchement, c'est il le top. faut. Donc, oui, tu nous as manqué hier, mais je sais Moi aussi. qu'aujourd'hui, tu Je vas suis là. combler Le vide que j'ai. Voilà, le manque. Mais sinon, ça va, ça va. Week-end, semaine, tout se passe bien. Oui. Reprise des activités. Reprise des activités, tranquillement. doucement, voilà. D'accord. Ça va. Ok, bah, super bien. Ok. Le sujet de l'excision, délicat, sensible ou un sujet comme un autre pour toi? Les deux en même temps, délicat et sensible. D'accord, ok. Mais ça ne te dérange pas d'en parler? Hein? Ah non, 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 au contraire. Bah, il faut en parler. Parce Il que- faut en parler, il faut Bah, en parler. Je crois effectivement. que c'est bon, quand on a eu assez de tabous par rapport à ça, il faut en parler maintenant. Et justement, celle qui est avec nous aujourd'hui, elle aussi, elle fait partie de ceux qui pensent qu'il faut en parler, mais elle ne se contente pas de dire qu'il faut en parler. Non seulement elle en parle, mais elle est pleinement engagée dans la lutte contre la pratique de l'excision. Elle est toute jeune, elle est étudiante, elle est volontaire, elle est entrepreneur. Voilà, elle a plusieurs cordes à son arc aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau du Loft Rokiatou Sedogo. Bienvenue. C'est bien cela, hein? Oui, c'est bien. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Et le commerce? Tout doucement, ça va, on essaie de livrer et puis de... Parce que mêler études et commerce, c'est un commerce. peu délicat, mais ça D'accord. va, on essaie de faire avec. Donc, elle fait du commerce de farine de Oui, maïs. La farine de maïs Oui. qu'on produit avec ma maman. D'accord. Et on livre également dans les boutiques et alimentation et également à des particuliers, surtout ceux qui travaillent dans les zones rurales. Oui. On essaie de les livrer, surtout pendant cette période-là, parce que c'est vraiment compliqué pour elles de faire de la farine de maïs à la maison. Surtout que la pluie ne prévient pas. Voilà. Exactement. Exactement. Surtout ça. Et que c'est quelque chose qui est fortement consommé. En tout cas, bon vent. Et du coup, tu étudies quoi? J'ai fait le journalisme, la D'accord. communication et le journalisme, mais là, je me suis orientée vers la gestion de projets, management de projets, D'accord. parce que je me passionne beaucoup plus pour tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est planification des projets que le journalisme. J'aime bien être aux côtés des populations quoi, que D'accord. derrière la caméra ou le mais c'est micro. bien. D'accord. Mais t'inquiète pas, après, tu utiliseras ce que tu as appris en communication et journalisme pour Oui, atteindre oui, tes objectifs. très C'est un peu l'avantage Oui, de c'est faire de la justement com. l'avantage. Donc, bon vent à toi. Merci. Mais au-delà de ça, tu es quand même une jeune fille très engagée. Oui, on le dit. Très modeste en Elle est plus. modeste, oui. Donc, très modeste en plus. Donc, tu es volontaire nationale. Oui, je suis volontaire nationale au programme national de volontariat du Burkina. D'accord. Actuellement, je suis en poste au Conseil national de la jeunesse, où je suis l'assistante du président et par ailleurs, je m'occupe également de la gestion de projets. D'accord. Comme j'ai suivi des formations bien avant de m'orienter pour reprendre En fait, c'est les sur le études. terrain que tu t'es rendu compte Voilà. que tu as envie de faire ça Oui, comme oui. étude. D'accord, Voilà. ok. Du coup, pour tous ceux qui se disent « Ah, elle est volontaire, elle est en poste », en quoi ça consiste? C'est-à-dire que volontaire, c'est gagner du boulot?
vraiment très brosser très rapidement pour tous ceux qui se demandent c'est quoi être un volontaire national? Au Burkina, être un volontaire national, c'est comme tout au travail parce que c'est juste la question salariale qui n'est pas abordée parce que ce sont des indemnités on donne. Mais le volontaire, c'est comme vous travaillez comme un fonctionnaire normal de l'État. Volontairement. Voilà, volontairement. D'accord. Vous mettez vos services et puis vos connaissances Votre au service, temps, voilà, vos services et de l'État. votre compétence, votre expertise au Voilà, service de c'est l'État, moyennant en fait Une indemnité, indemnisation, mais voilà, la pas fin un du mois. salaire. Non, pas un C'est salaire. ça en fait la spécificité du volontariat. Oui. Vous n'êtes pas allé pour gagner un salaire, vous êtes parti pour contribuer à la marche de la société. Oui. Il y en a qui viennent également pour apprendre parce que c'est également un lieu de stage pour certains. Donc, d'accord. c'est un lieu d'apprentissage, de partage d'expérience pour beaucoup. D'accord. Parlons d'excision. Ça fait D'accord. combien de temps que tu as décidé de prendre ton cheval de bataille et de dire je lutte contre cette pratique? C'est en 2018. D'accord. En 2018 que j'ai décidé de me lancer dans la lutte parce que j'ai refusé d'être une victime comme les autres parce que pour moi, je ne me considère pas comme une victime. Mais il faut également que je mène la lutte si je veux épargner cela à d'autres personnes, à d'autres filles, surtout dans ma famille, qu'elles ne subissent pas le même sort que moi et que les autres également. Donc en 2018, j'ai décidé, après avoir participé à la campagne nationale de promotion du leadership féminin, de me lancer dans la lutte. D'accord, parce que voilà. Rokiatou a été excisée. Oui, j'ai D'accord. été excisée. L'âge, je pense que c'était entre 10 et 11 ans. Parce Ah, que, quand même. Voilà, Assez grande. j'étais assez grande et je venais tout juste d'avoir mon CEP. Donc, on nous a dit on allait aller voir des gens au village. Au village, oui. Voilà, donc on est allé et puis après une semaine où on nous a un peu chuchoté avec les vieilles, on s'est retrouvés quelque part dans la campagne où on a suivi ça. Voilà. D'accord. Tu te rappelles exactement et précisément comment ça s'est passé ou c'est flou? Non, parce que je me souvent, rappelle le exactement. cerveau humain a le pouvoir d'effacer ce qu'il ne veut pas retenir. Ce n'est pas mon cas parce que je me souviens exactement de comment ça s'est passé, du jour, de l'heure et de tout. Voilà, donc et même du nombre de filles qu'on était. Vous étiez combien? On était 25, je pense. D'accord. 25 filles. Il y en a qui sont venues de la ville. Il y en a qui, comme moi, logeaient dans des familles d'accueil. OK. Donc, nous, on a passé une semaine dans la campagne où on faisait un peu le tour. Et c'est un dimanche où on nous a dit de venir parce qu'on devait aller... C'est la même histoire apparemment qu'on raconte, d'aller cueillir du karité. Mais on nous a dit de choisir les karités mûrs pour donner aux parents parce que les parents allaient venir nous voir. Donc, nous sommes allés dans la campagne. On était en train de chercher et puis, un temps, on nous appelle une par fille, quoi. D'accord. Donc, en fait, vous êtes en train, tranquille, chacune cherche ses karités et on vous appelle l'une après les l'autre. Voilà. OK. Donc, quand ça arrivait à mon tour, parce qu'on n'entendait même pas les cris. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que celle qui partait ne revenait pas ou personne n'a vu ça? On n'a pas vu ça parce qu'on était assez nombreuses pour ne pas se rendre compte en fait on faisait passer les filles comme ça. C'est quand je me suis rendue là-bas que j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup de filles qui étaient passées devant moi, mais je n'avais même pas... Les cris, on ne sentait même pas. D'accord. Et il y a une part aussi parce que pour moi, la douleur était tellement forte que je n'ai pas vraiment pu crier. J'ai gémissé parce que c'était... En fait, à 11 ans, on sentait quand même la douleur. Quand tu es petite, c'est sûr. Quand tu es petite, tu oublies après. Voilà, tu peux oublier après, mais 11 ans quand 11 même. ans, franchement, je me rappelle parce que quand elle est venue, la vieille est venue m'appeler pour aller m'asseoir. Bon, je me suis retrouvée face à deux femmes. Il y a une qui était assise avec les lames dans une comment on appelle ça? La calebasse en bois, là? Non, c'était en terre cuite. D'accord. Avec des pièces qui étaient là, c'était des pièces de 10 francs qui étaient dedans, et puis les lames avec un trou de vin. Et sur le coup, en fait, c'est pas venu dans ma tête que c'était l'excision. C'est après, je me suis relevée, parce qu'à l'école, on avait déjà fait des cours sur ça. Donc, c'est après que je me suis relevée, et quand on m'a fait m'asseoir et que le sang coulait, que je me suis rendu compte qu'en fait, je venais d'être excisée. Et j'ai dit à ma grand-mère que si je savais que je venais pour être excisée, j'allais fuir même de la ville ou de la maison, mais on n'allait pas me retrouver. Et ça a créé un conflit entre elle et moi jusqu'à présent, même parce qu'elle se dit que j'aurais pu même les dénoncer en ce moment si j'avais pu, quoi. C'est ça. Voilà, donc bon, ça a été vraiment difficile. Donc, ta grand-mère était là? Oui, ma grand-mère était là. D'accord. Et elle savait que c'était interdit? Est-ce qu'elle savait que c'était interdit? Elle réside au village ou bien elle était avec vous ici au Burkina? Elle était avec nous à Ouagam.
Ok. Mais c'est elle qui a pris la décision de t'amener pour l'excision. Ah, ça, je ne sais pas, parce que D'accord. on nous a dit de nous préparer. On était 3 filles dans la maison. On nous a D'accord. dit de nous préparer, qu'on allait aller voir la famille au village. Ok. Très tôt le matin, on était bien contents. C'était la première fois, on n'était jamais allé au village. Et on n'aimait pas aller chez nous, en fait. C'était juste à quelques kilomètres de Ouaga, vers le nord. En fait, c'était même pas dans votre village. Non, c'était pas dans notre village. D'accord. C'était un Ok. autre village Oui, qui c'était n'est pas un le autre vôtre. village. Et excusez-moi, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Vos parents étaient au courant de ça, que vous partiez pour ça? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que le jour, c'est les parents qui nous ont accompagnés. C'est pas mon père qui nous a amenés, mais ce sont les hommes qui nous ont pris pour amener là-bas, Ok. plus des jeunes du village qui sont venus nous accueillir. D'accord. Mais une fois excisée, qu'est-ce qui se passe? Une fois excisée, c'est le début de mes problèmes de santé, justement, parce que j'ai perdu énormément de sang. Actuellement, je suis anémie, je suis des traitements, mais ce jour, je me suis vraiment sentie mal parce que je perdais du sang et Ça ne ça s'arrêtait pas. Je ne pouvais pas aller en selle parce que dès que je m'accroupissais, ça sortait. On a essayé de me donner des produits et autres pour que ça passe. Et on a suivi les rites jusqu'à la 3e semaine et puis on est revenu à Ouaga. Donc vous êtes resté en campagne en fait 4 semaines. Oui. Une première semaine pour que vous vous habituiez à l'environnement, histoire de... Pour les berner. Justement, Voilà. pour tuer la méfiance et tout ça, tranquille ça. une semaine. Ensuite, le jour de l'excision Oui. et 3 semaines pour cicatriser. Oui, cicatriser. et D'accord. tout. Et pendant ce temps, on vous apportait quoi comme soin? C'était les feux de tabac. Les feux D'accord. de tabac, comment on appelle on n'a pas mis de la potasse ou les produits et autres. C'était juste les feux de tabac. Je ne sais pas s'il y a eu autre chose qu'on a ajouté, mais c'était les feux de tabac qu'elle faisait. Elle pilait. Elle l'écrasait, oui. Oui, elle les écrasait ça avec, je ne sais pas s'il y avait d'autres plantes qu'on a ajoutées, mais ça cicatrisait très vite. D'accord. Parce qu'elle faisait comme des gélules et puis elle plaçait. Et puis chez nous, on utilisait les pailles. Ok. Comme on ne devait plus rien porter, elle a utilisé des pailles pour attacher. Et elle mettait le produit là-bas et puis après ça cicatrisait. À une semaine, c'était déjà cicatrisé. Il fallait D'accord. juste laver chaque 3 jours. Ok. Puis la dame venait laver, elle faisait le nettoyage et tout avec les soins qu'elle apportait. Et puis après 2 semaines, ça allait déjà. On est rentré à Ouaga continuer les soins. Puisqu'il y avait des rites qu'on devait faire là-bas. D'accord. Et justement, ces rites, je voulais justement en parler. D'accord. Au-delà de vous soigner, pendant ces 3 semaines, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? On a bien mangé. On a bien mangé. Il faut dire ça. Voilà. On a bien, en tout cas, Parce on prenait qu'après, vraiment... après ce qu'elles vous ont fait, il faut qu'elles se rattrapent. Oui, il faut qu'elle se rattrape. Oui. Donc, il y a ça, il y a... En fait, on considère que l'excision, c'est comme une nouvelle naissance pour la fille. Donc, il faut prendre... C'est comme une nouvelle mariée, il faut prendre soin d'elle et tout. Et je me rappelle également qu'il y a une qui était mariée et qui est revenue le lendemain de son mariage parce que son mari... Et sa belle famille avait Exigeait qu'elle soit- qu'elle vienne s'exciser. Donc, elle est venue et puis elle a été excisée en même temps que nous. Donc, on était tous ensemble le Donc, matin. elle, c'était déjà la une femme. bouillie. Oui, c'était déjà une femme. D'accord. Il y avait la bouillie, il y avait tout. Mais chaque semaine, à une semaine de l'excision, il y avait un rite qu'on devait faire. Il y a eu le rite du feu, je pense, où on devait courir, sauter du feu, le feu sur le feu. Ensuite, 2e semaine, c'était... Comment on appelle Konoro, je pense. Où c'était notre rite également. Mais ce jour-là, on prépare très bien. Vous mangez avec la viande et tout. Tout est à gogo. Vous mangez bien. Et puis après ça, on est rentré à Ouaga, à la 3e D'accord. semaine. Voilà. Mais est-ce qu'on vous a expliqué quelque chose en particulier? Parce que souvent, on nous dit que justement, cette période, c'est une période d'initiation qui prépare la jeune fille à sa future vie de femme mariée et de mère, en vous expliquant comment vous occuper de votre foyer. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce type-là? Non, il n'y a pas eu quelque chose de ce type. Donc, comment vous Pas occupez avec vos nous, en journées? tout cas. Comment Comment vous occupiez vos journées? Moi, comme j'étais malade, j'étais tout le temps couchée. Couchée, oui. Mais les autres, elles étaient là, elles sortaient. Souvent, quand tu n'es pas attachée, tu peux sortir, te balader avec les autres. Mais je ne pense pas qu'il y a eu des discussions. Enfin, ça a Avec été les autres. vraiment à l'excision. Voilà, en fait. c'était vraiment l'excision. Parce qu'en ce moment, je pense également qu'il y a eu une fuite quelque part. Parce qu'il y a des agents qui sont venus, même chez nous, dans la maison où on était, mais on nous a cachés. Et puis on a demandé s'il y avait des filles excisées là. Mais comme le village était au courant, ils ont dit non, il n'y en a pas. Donc ils sont partis et puis on est resté là, quoi. Et puis quand il y avait des hélicos qui survolaient un peu la zone et quand on entendait le couiller, on nous faisait courir pour se cacher, pour qu'on ne nous voit pas, quoi.
Voilà, donc... C'est digne d'un scénario de film, ça, quand même. Oui, Excusez-moi, voilà. c'est en quelle année? C'était en quelle année? C'était en 2004. 2004. C'est pas loin. Non, c'est pas loin. Ouais. Donc, et une fois, 3 semaines après, enfin 2 semaines après, les soins cicatrisés, la suite des soins à Ouaga, qui le faisait? C'était nous-mêmes. On nous Ah, a donc, expliqué comment ok. est-ce que... Parce que comme c'était cicatrisé, il fallait juste continuer le nettoyage, le lavage avec l'eau chaude et autres. Donc on est rentré, on nous a expliqué comment le faire. Donc il y a la grand-mère qui chauffait l'eau pour nous, et puis on le faisait, et puis c'est bon, quoi. D'accord. Mais à la maison, le retour à la maison, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a qui se sentent coupables? Est-ce qu'il y a un changement? Ou est-ce que c'est juste vous étiez parti en voyage et vous êtes revenu? On était parti en voyage parce que moi je devais aller à l'internat en même temps. Donc D'accord. je suis allée faire le test et c'était au mois d'août. Ok. Donc je suis revenue, c'est une semaine après, je suis allée au village. Donc je suis revenue autour du mois de septembre. Je devais aller une semaine également après à l'internat. Donc je suis rentrée, j'ai continué les soins, ça allait. On m'a juste expliqué que si j'arrivais là-bas, je ne devais pas faire en sorte que les gens, les autres voient quoi. C'était mon intimité et tout. Donc malheureusement, dès que je suis rentrée, j'ai commencé à avoir des problèmes, des étourdissements et tout, parce que j'avais perdu énormément de sang. sang, oui. Et les soins qu'on m'apportait n'étaient pas adéquats. Donc, je suis rentrée, je suis allée à l'internat, j'étais tout le temps malade et on m'a retiré de là pour m'amener à Ouaga. D'accord. Donc c'est de là qu'est partie ton anémie. Oui. Donc depuis, tu es sous traitement. Oui, depuis je suis sous traitement, j'ai traité à... Maintenant, je me suis à l'indigénat parce que j'utilisais les vitamines, les produits, tous les compléments, mais ça n'allait pas. Donc maintenant, on m'a fait revenir à l'indigénat où j'utilise des plantes naturelles pour essayer de D'accord. pallier à ça. Ok. Et est-ce que les parents parlent avec toi quand tu reviens de ce qui s'est passé ou c'est silence Ah non, total? c'est un tabou. C'est un tabou à la maison parce que même pas 2 jours, j'ai discuté un peu avec ma cousine où je lui ai fait part de... De ce qui s'est passé? Voilà. Non, en fait, on n'a pas été excisés au même... Ah d'accord. Elle était excisée avant ou après toi? Avant moi, parce D'accord. qu'elle n'était pas avec nous à la maison. D'accord. Donc, je lui disais, parce qu'elle a une petite fille, je lui ai dit, à elle, tu ne dois pas l'exciser parce que je suis contre. Et ce qui va l'arriver, si il lui arrive quelque chose, tu vas en payer le prix. Elle m'a dit, bon, même moi, je suis assise là, je ne l'ai pas chez moi, donc pourquoi je ne vais pas l'exciser? Ah. Et en discutant avec les gens, on m'a dit de me taire parce que ce n'est pas un lieu où on devait discuter de ça. Donc, c'est toujours un sujet tabou à la maison. C'est vrai qu'avec les petites sœurs, on a essayé de faire en sorte que celles qui sont à Ouaga ne le soient pas. Mais c'est toujours un tabou parce que quand on discute, on a l'impression, elles ont l'impression, les femmes, elles ont l'impression qu'on est contre eux, quoi, qu'on est contre elles. Voilà. Donc, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Tout simplement. Voilà. Et dans un environnement comme ça, comment tu trouves le courage de décider que toi, tu en parles à la télé? Parce que là, on est à la télé, tout le monde te voit, tout le monde entend ton histoire. Et au-delà de ça, tu as décidé de lutter contre la pratique de l'excision, de vraiment aller sur le terrain et de t'engager pour ça. Comment, dans un tel environnement, on trouve ce courage-là? Moi, c'est parti de plusieurs... parce qu'il y avait déjà mon problème de santé. Et en temps, j'ai vraiment eu d'autres problèmes qui se sont ajoutés. Et en 2018, quand j'ai décidé, je me suis dit, bon, il arrivera ce qu'il arrivera, mais je ne vais pas permettre à ce qu'il arrive la même chose à mes soeurs, quoi. Donc, j'ai décidé de me lancer. J'ai expliqué à ma maman que j'allais laisser le journalisme parce que j'étais déjà en stage à la radio Omega. D'accord. Donc, j'ai décidé d'arrêter et puis de laisser tomber le journalisme pour me lancer maintenant dans le militantisme, dans la lutte contre l'excision. Et quand j'ai expliqué cela, il y avait le YALI qui était là. Donc, j'ai postulé pour le programme YALI. C'est une bourse d'études américaines à Dakar. Donc, j'ai expliqué à la famille que je devais aller, parce que j'étais porteuse de projet sur la lutte contre l'excision. Bon, pour eux, c'était déjà bien que j'aille à Dakar pour... En fait, c'était plus aller étudier que la lutte. Voilà, c'était plus... Mais moi, ça me tenait vraiment à cœur. Je n'ai pas vraiment expliqué ça. Même actuellement, ils ne savent pas vraiment ce que je fais. Maintenant, ils vont le savoir. Ça, c'est sûr qu'on t'a trahi tout de suite. Voilà, ils vont le découvrir également, mais... Ils ne savent pas vraiment ce que je fais dans le fond ou bien ce que je fais quand je pars dans les zones rurales parce que je n'explique pas vraiment entièrement ce que je fais. Je leur dis que je pars pour faire de la lutte, pour sensibiliser la population et tout. Et c'est quand ils ont vu cette chaîne-là, parce que c'est une lame NFJM, que j'ai essayé d'expliquer aux vieux que c'était une chaîne qu'on m'a donnée dans le cadre de la lutte contre l'excision. J'ai essayé de lui expliquer un peu. Même aujourd'hui, j'ai essayé de lui expliquer un peu que j'allais venir parler de la lutte contre l'excision. Et bon, ils n'ont rien dit, quoi. Mais ils commencent à comprendre que... oui, ils commencent à comprendre. Parce que nous sommes là
à Ouaga, nous sommes la dernière génération à avoir été excisée. Donc après, je pense qu'il y a eu... Celles qui sont venues après vous, tranquille. Tranquille, quoi. Ok, d'accord. Bah, tant mieux, c'est super. Oui, ça va. Philly, ça va? J'ai l'impression qu'on l'a perdue, elle. Ah, moi, on a perdu, mais ça m'est pas étranger, quoi. Ça m'est pas étranger, parce que chez nous, même chez nous, ça existe, mais jusqu'à présent, quoi. Jusqu'à présent, c'est un fléau. C'est un fléau, mais ce que je trouve traumatisant, c'est de le faire quand la personne a 10, 11 ans, a passé l'âge d'être bébé. Là, c'est un traumatisme, parce que tu te rappelles de tout. Dans les Donc, moindres détails. ça te crée des problèmes. Souvent, on fait ça au bébé. Maintenant, après, quand tu grandis, on ne s'en rend pas compte. Bon, c'est après quand tu parles. Mais là, même c'est quand on parle que tu sais que, voilà, c'est le En cas. fait, il y a un truc qui va Mais pas. sinon, on ne sait pas. Et dans un pays, par exemple, je prends l'exemple... Bah, sauf quand tu commences à avoir des complications plus tard dans ta vie. Oui. Quand tu deviens une femme, que tu Oui, mais le commences problème, à- c'est que quand tu vis dans un environnement où toutes les femmes sont excisées, je prends l'exemple de chez moi, par exemple. C'est un environnement où tout le monde est excisé. C'est quand tu ne l'es pas que tu parais bizarre. Ah, C'est celles qui ne le sont pas, on dit, il y a un problème. Chez nous, habituellement, c'est comme ça. Donc, c'est affreux, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dépassée par... en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que, enfin, comme toi, il y en a beaucoup qui contribuent à la lutte, qui s'engagent, mais sur le terrain, est-ce que... Bon, c'est vrai que le Burkina fait partie quand même des pays de la sous-région où on a des résultats concrets, Exactement. où on sent vraiment C'est que vrai. les chiffres diminuent et tout c'est ça. ça. Et j'imagine que forcément, toi, ça te donne la force et le courage de continuer. Oui, ça me donne la force et le courage, surtout que, comme je l'ai dit, nous sommes la dernière génération, Oui. surtout celles qui sont en ville. Donc, quand je pense que mes sœurs ne l'ont pas été, ça me donne encore plus de courage pour continuer la lutte, parce que je me dis, c'est une question de mentalité. Il faut juste essayer de leur faire comprendre que, en fait, c'est pas quelque chose de bon, quoi. Quand tu discutes, quand on te dit que même les hommes n'aiment pas ça, ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire au sein même, avec même les femmes, Exactement. parce que c'est elles qui se disent que les hommes n'aiment pas ça. Est-ce qu'on a discuté avec un homme qui dit qu'il n'aime pas le clitoris? Ça Non. reste à savoir. Voilà. Exactement. Donc c'est justement un travail de fond et c'est encourageant quand on voit les chiffres qui baissent, quand on se rend compte que, bon, à notre génération, c'est raté, quoi. Mais celles qui viennent, je pense qu'avec les On ne peut chiffres... pas remonter le temps, Voilà, mais au voilà. moins on peut sauve régler l'avenir. pour ceux Voilà, on pour peut celles qui sauver. viennent. Oui, c'est ça. D'accord. Mais Et- sur le terrain, qu'est-ce qui est avancé comme argument quand vous discutez avec les personnes en campagne par rapport justement à la persistance de la pratique? Il y en a qui continuent à penser que c'est lié à la tradition. D'accord. Et il y en a qui... En fait, je ne sais pas si les gens ont remarqué cette pensée-là, mais il y en a qui pensent que ce sont les hommes qui n'aiment pas ça. Enfin, D'accord. je ne vais pas parler de la sexualité, mais en fait... C'est les hommes qui n'aiment voilà, pas apparemment, les avoir hommes des n'aiment femmes... pas quand ils sont D'accord. en activité, et puis ça tape, quoi. Donc, que les D'accord. hommes n'aiment pas. D'accord, donc les hommes préfèrent les femmes excisées. C'est ça. C'est la mentalité de certains. C'est la mentalité de certains. D'accord. Mais ce qui est paradoxal également, c'est que quand on discute avec certains hommes, il y en a qui disent qu'en fait, eux, ça leur dit rien. Bon, On s'en fout, avec quoi. ou sans, c'est c'est pas pas un un Tu sais, c'est problème. quel argument? Oui. Moi, je parle, par exemple, pour le Mali, habituellement, c'est quel argument qu'on nous sert? C'est le clitoris, c'est un organe qui a tendance à t'empêcher de te contrôler. C'est-à-dire qu'une femme, ça doit se marier vierge. OK? Oui. Donc, le clitoris, quand il est là, tu as du mal à te contrôler. Donc, idéalement, ce qu'on fait, on t'enlève cette partie-là. Comme ça, tu restes tranquille et tu restes vierge Jusqu'au mariage. jusqu'au jour du mariage. Et donc, maintenant, par exemple, quand on prend le Nord Mali, par exemple, chez les Touaregs, là-bas, les Tamasheks, tout ça, eux, le taux est beaucoup plus faible. Parce qu'eux, ils ne sont pas trop dans ce système-là. Mais quand tu prends les autres parties du Mali, c'est l'argument qu'on te sert. C'est-à-dire, il faut rester correct comme fille, il faut rester vierge, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on te l'enlève sans te le demander. Et chez nous même, vu qu'on est immigrés, on est partout dans d'autres pays, les parents sont capables d'économiser leurs maigres sous pour quitter un continent, ramener leur fille, l'exciser et la ramener en Europe. Oui. Chez nous, c'est un phénomène qui est là tous les jours. Et donc, en fonction de ta cible, chacun va te sortir un argument. C'est ça. Et c'est en fonction de ça que je me dis, tu vas trouver le moyen de les ramener sur la bonne voie. Oui, c'est Parce que ça. chacun a son argument, mais qui
que moi, qui j'ai n'a aucun déjà sens. entendu comme argument que le clitoris provoquait la mort des bébés à la naissance. Oui, c'est le premier argument qu'on avançait avant quand tu discutais que non, quand le clitoris touche la tête du bébé, il décède, voilà. Et à ça, on leur... Ouais, ça te semble aberrant à toi, mais il y en a qui ont été convaincus de ça. Il y a des femmes qui ont été convaincues de ça. On te dit, sinon tu n'auras pas d'enfants, tous C'est tes ça. bébés mourront. Toi-même, tu diras, excusez-moi, puisque tu veux avoir des enfants. Oui, il y en a qui reviennent pour se faire exciser, surtout. Il y en a, comme je l'ai dit, la fille Oui, celle qui est venue voilà, se faire avec exciser. vous, oui. Et il y a d'autres cas également où les femmes, elles sont allées et puis elles sont revenues pour se faire exciser. Ou bien il y en a même qui disent que, ça c'est un autre argument, que quand tu décèdes, il faut te faire exciser avant de t'enterrer. Parce que sinon tu n'iras pas au paradis ou bien les dieux ne vont pas t'accepter. Voilà quoi. Ok. Non, mais c'est affreux. Il y a des arguments pour justifier. Mais est-ce que les gens se rendent compte que ce n'est pas juste une question de sexualité quand on parle de lutte contre l'excision? Très peu. Très peu se rendent compte que ce n'est pas juste une question de sexualité. Je suis allée au ministère de la Femme au Burkina ici pour me renseigner par rapport à... Parce que c'est un problème qui me touche personnellement. Quand je dis personnellement, mes cousines, ma famille, pratiquement toutes ont été excisées. Et moi, je suis allée ici au Burkina, au ministère de la Promotion de la Femme, pour me renseigner. Il y a peut-être 3 ou 4 ans, hein, c'est un ami qui m'en avait parlé, je suis allée. Et c'est une dame qui m'a reçue, elle m'a fait un diaporama d'images, mais vraiment atroces. Et là, je parle d'accouchement. Là, c'était des images... Accouchement de femmes excisées. Excisées. Non, mais ce n'était pas possible. La tête même de l'enfant, souvent, même se déforme tellement que... Le passage est devenu étroit. Et la maman souffre et le bébé souffre. Et souvent, c'est les deux mêmes qui meurent en même temps. Malheureusement. Donc, il ne faut pas forcément... Ce n'est pas que la sexualité, il y a et la santé. Bah, elle, aujourd'hui, elle est obligée de se soigner pour une décision que quelqu'un a prise pour elle à un moment de sa vie. Tout à fait. Elle n'est pas née anémiée. Non, je ne suis pas née anémiée. Justement, voilà. Donc surtout, c'est même là, je crois même que nous tous, on doit se lever pour essayer de militer par rapport à ce genre de... Parce que c'est affreux. Oui, c'est ça. C'est affreux. Et nos mamans ont vécu ça. C'est ça le pire. Nos mamans l'ont vécu. Et elles ne comprennent pas. Elles le transmettent parce qu'elles estiment que c'est comme ça que ça doit se faire. Donc à un moment donné, il faut qu'une génération prenne conscience, mais pas qu'une génération qui se trouve en ville. Une génération partout. Parce que si en ville, on y arrive et qu'en milieu rural, ça n'avance pas, les chiffres vont rester comme tels. Mais c'est bizarre parce que actuellement, c'est plutôt en ville que la pratique. Voilà, la pratique revient. Parce qu'au niveau rural, quand vous arrivez, les gens ont vraiment peur des représailles et tout. C'est vrai qu'ici, il y a c'est clair, la loi est très claire, c'est puni, il y a de la prison, il y a des amendes. Et tu es attrapé, tu pratiques, tu es complice, tu as amené ton enfant, c'est sûr que... Tu as entendu parler, tu as même parlé mais tu n'as pas dénoncé, on sait que tu sais que... Voilà. Donc, ça fait que... Actuellement, même en milieu rural, quand vous discutez avec les gens et qu'ils comprennent, une fois qu'ils ont compris et qu'ils ont pris la décision de ne pas le faire, ils ne le font plus. D'accord. Mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est les gens qui vivent, nous qui sommes en ville, qui repartons au village faire exciser nos enfants, ou qui migrons même pour aller vers les frontières pour faire exciser. Exactement. Si on ne le fait pas au Burkina, je pars peut-être au Mali, au Mali, en Côte d'Ivoire et tout. Ou bien on fait appel à des exciseuses qui viennent. Et comme on ne peut pas les attraper parce qu'elles passent de maison en maison, de cours en cours. Elles n'ont pas un espace où aujourd'hui, comme pour vous, c'est le jour de l'excision, non? Elles excisent aujourd'hui. Elle passe incognito, voilà. elle continue son voyage. Voilà, jusqu'à dans un autre pays, quoi. D'accord. Voilà. Ok, waouh. Franchement, c'est énorme la situation. Et on a justement envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, le comportement... En fait, c'est un argument qui me fait un peu sourire. Le comportement des filles est lié au fait qu'on lutte contre l'excision. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont conscients qu'effectivement, il faut lutter contre ce phénomène, vu tout ce qu'il y a comme conséquence? Déjà, immédiatement, on risque de perdre des personnes. Ensuite, on risque d'être malade à vie, pas avoir d'enfants et tout cela. Donc, on a posé la question et ensuite, on va écouter les éléments de réponse. On reviendra pour aborder également un aspect un peu plus médical de l'excision avec un spécialiste de la question. Mais on écoute d'abord vos éléments de réponse. L'excision, j'ai dit non à l'excision. Je suis contre l'excision parce qu'il y a plusieurs femmes qui sont stériles à cause de l'excision. Je conseille à tous nos parents, frères, je sais, de bannir cette pratique. Je peux dire que c'est une mauvaise pratique, bien que ça soit culturel. Les conséquences, d'abord même, il peut
avoir une perte de vie. La personne va perdre beaucoup de sang et il n'y aura pas de soins pour la personne parce que ça ne suit pas les normes. Et ce compte juste peut-être par rapport aux conséquences qui sont tellement néfastes pour la femme. Si je prends l'exemple sur le cas de l'hémorragie, souvent qu'on ne peut pas contrôler, sur les outils souillés qui peuvent peut-être amener certaines maladies qui ne sont pas du tout bonnes pour la dame. On entend parler chaque fois que ça blesse les gens, ça donne des maladies, pour aller accoucher, ça amène des complications. C'est pas comme avant. Avant, on faisait ça, mais comme l'État interdit ça, on ne peut plus faire ça. Parce que comme les vieilles personnes, ils ont peur même qu'il y a le policier qui va venir les frapper. Maintenant, là, c'est risquant. Ça, ça devient comme ça. Moi, je vois mieux que mon décision, moi, je ne pense pas qu'actuellement, avec le monde qu'on vit, on ne peut pas faire l'accident encore. Il y a plusieurs personnes, même la porte cette salle-là, pour faire ça, c'est pas facile. Le monde qu'on a aujourd'hui là, je veux que tous les vieux qui écoutent là, on n'a pas laissé l'accident là, voilà, pour les enfants là. Parce que moi, j'ai des filles, mais je risque de prendre mon fille, aller couper comme ça. Ah, je ne pourrais pas dormir. Oui, voilà, non à l'excision parce que quand on a vécu la situation ou quand on côtoie de près celles qui vivent les séquelles de l'excision, on se rend vraiment compte de l'importance de la lutte. Parce que pour certains, quand on parle d'excision, ça peut leur sembler abstrait parce qu'ils ne sont peut-être pas directement touchés, mais il y en a qui le voient et le vivent au quotidien et c'est des personnes qui savent, qui se lèvent et qui se battent. Alors, on reçoit aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a l'immense honneur d'avoir sur ce plateau aujourd'hui ce monsieur-là qui est, en fait, moi j'ai envie de dire, on ne saurait parler de lutte contre la pratique de l'excision au Burkina et même dans la sous-région sans le citer. Non seulement il milite et sensibilise pour lutter contre la pratique, mais il intervient après pour réparer ce qui a été gâté. Il s'agit, vous l'avez certainement deviné, du professeur Michel Akotianga que nous avons l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Bienvenue. Merci Stéphanie, merci de m'avoir invité. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous avez un CV long comme un bras, comme on le dit. On va essayer de résumer tout ça. Mais vous êtes surtout professeur en gynécologie et obstétrique. Oui. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est quoi un gynécologue obstétricien? Un gynécologue obstétricien, c'est celui qui s'occupe de la physiologie de la femme, en général, et de la femme enceinte quand il est obstétricien. La physiologie de la femme, c'est le fonctionnement de la femme. Voilà. D'accord. Voilà. Et de la femme enceinte. La femme enceinte. Obstétrique, c'est la femme enceinte. D'accord, ok. Voilà. Donc, et vous, en 2012, après plusieurs longues années de bons et loyaux services, une retraite amplement méritée, vous ouvrez une clinique. Oui. Pour justement continuer à venir en aide à toutes ces femmes-là. Absolument. Alors moi, j'ai envie de remonter un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui vous a poussé à penser à la réparation des séquelles. Quand je suis rentré de mes études, j'ai été affecté à l'hôpital Yalgado comme gynécologue. Et pendant mes consultations, j'ai constaté que beaucoup de femmes avaient des problèmes aussi bien dans leur vie de couple, dans leur sexualité, que lors des accouchements. D'accord. Et quand nous programmions ces femmes-là pour les aider, très peu revenaient se faire opérer parce que ça leur venait cher. D'accord. Et c'est là que je me suis dit non, il faut trouver un moyen pour venir en aide à toutes ces femmes-là. Alors, un jour, je me suis dit, mais en fait, si on arrive à circoncire les enfants, les garçons, sous anesthésie locale, pourquoi on ne le ferait pas pour aider ces femmes-là? D'accord. J'ai pris un risque parce que un matin, j'ai vu une femme et je me suis dit, si je la laisse partir, elle risque de ne pas revenir comme les autres. C'est ça. Et un jour, on va la recevoir peut-être en salle d'accouchement avec plein de problèmes. Ouais. Alors, j'ai appelé une de mes élèves, le docteur Gila, qui était étudiante en 4e année, je crois, à l'époque. Je lui ai dit, écoute, on va se lancer dans une aventure. Si ça échoue, en ce moment, c'était le professeur Conan et Bibiane qui était
la patronne du service. Je D'accord. dis, si ça échoue, on va nous taper sur les doigts. Mais si ça marche, on va rendre d'énormes services. Les gens en vaut la chandelle. Voilà, alors donc, on a pris cette femme-là, on a subtilisé une boîte de césarienne et on est allé dans mon bureau, on a opéré cette femme. D'accord. Après, on l'a revue 7 jours après, 14 jours après, et au bout de la troisième semaine, elle était guérie. Wow. J'ai dit au docteur Gila, nous avons gagné. Et ça, ce n'est pas la méthode normale de réparation Non. qui existait auparavant, je veux dire. Si vous voulez, techniquement, Oui. c'était la même chose. Mais le problème est qu'il fallait amener cette femme au bloc, D'accord. l'endormir, OK. ce qui supposait qu'il fallait acheter le sérum glucosé, le perfuseur, l'intranul, les compresses. Wow. Alors, et cette femme devait être absolument hospitalisée. Or, comme je viens de vous le dire, cette femme que nous avons opérée pour la première fois, elle est descendue de la table, elle est sortie, ni vue ni connue, elle est partie chez elle. D'accord. Et ça divise les frais par 10, sinon par 100. Ah, Et carrément. c'est ainsi que c'est parti. Wow. Ouais. OK. Et Quel type d'opération, excusez-moi, de réparation du clitoris. Ok. Et Non, pas du clitoris. Non, De la séquelle. de la séquelle, d'accord. C'est-à-dire la réduction de l'orifice vaginal ok. par un mauvais accolement après la pratique de l'excision. D'accord. Ok, très Comme bien. ce que tu as vu sur les images de cet enfant qui n'arrive pas à sortir parce que sa mère a été... Exactement. Pour éviter ça. C'est Oui. bien cela. Ok, très bien. D'accord. OK. Donc ça, c'est réparé et l'aventure commence là. Et on était en quelle année? On était en 92. En Seigneur. 92. Ouais. Ah, quand même, hein? Et en 2012, retraite, mais ça ne s'arrête pas parce que ça continue. Ça continue. La demande est forte. Ah oui. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui perdent la vie, qui perdent leur bébé à cause de l'excision. Absolument. Et moi, j'ai envie de savoir. Il y a une qui, dans le micro-trottoir, a dit que l'excision pouvait rendre stérile. Est-ce que c'est vrai? Absolument. L'excision peut rendre stérile. D'abord, quand l'orifice vaginal est réduit de telle façon que les rapports sexuels deviennent impossibles, D'accord. on ne peut pas avoir enfant. Ah, c'est sûr. Hein? Ouais, il faut... Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il y a excision, infection de la plaie, si la plaie ne guérit pas et que l'infection se propage au niveau de l'utérus, il y a ce qu'on appelle une endométrite. Donc, c'est-à-dire l'intérieur de l'utérus est détruit. L'œuf, même si, si cette femme-là est féconde, l'œuf ne peut pas se fixer. Ah. Oui. Et parfois même, avec la destruction de l'endomètre, les deux parois de l'utérus se collent. Et cette femme, elle n'a plus de règles. Elle n'a plus de règles, donc on ne peut plus parler d'enfant. Mais elle n'a plus de règles, mais normalement, les ovaires fonctionnent normalement. Les ovaires fonctionnent, mais il n'y a pas d'écoulement. Il n'y a plus d'endomètre. Puisque les règles, c'est quoi? C'est l'endomètre qui s'en va tous les mois. C'est ça. Sous l'effet des hormones. Oui. Mais les hormones, elles sont là, mais elles n'ont pas de cible. C'est ça. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, et si l'infection continue, elle va jusqu'au niveau des trompes. Okay. Ces trompes peuvent se boucher. Oui. Et, or, vous savez que la fécondation, c'est quand la femme ovule. Oui. L'ovule est capté par les trompes. Les trompes, oui. Et cet ovule-là, il vient atteindre au tiers externe de la trompe pour que le spermatozoïde monte pour le trouver là. Alors, quand la trompe est bouchée, le spermatozoïde ne peut plus atteindre l'œuf. Ouais. Donc, la femme, elle est stérile. D'accord. Et en fait, là, on va dire que elle n'est pas naturellement stérile. Oui. C'est une stérilité provoquée. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Donc, c'est clair pour tous ceux qui ne se rendent pas compte qu'effectivement, l'excision, ça peut rendre stérile. Oui. Et au-delà de ça,
il y a quoi d'autre comme conséquence de l'excision? Oui, mais dans la même lancée, Oui. la femme qui a cette trompe enflammée Oui. peut tomber enceinte, mais l'œuf ne peut pas migrer pour rejoindre la cavité utérine. Il reste dans la trompe et c'est ce qu'on appelle la grossesse extra-utérine. Quand vous en parlez de vous entendez parler de GU, c'est bien ça. Ok. Oui. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Puisque ce n'est pas la place prévue pour recevoir l'embryon. Il faut opérer. Pour extraire. Pour extraire et en même temps couper la trompe. Donc déjà, la femme, ses chances de faire une grossesse sont réduites de moitié. De moitié. Parce qu'elle n'a plus qu'une seule trompe. D'accord. Ouais. Mais est-ce que ça peut être réparé, l'endomètre? Non, quand il y a une synéchie, si elle est totale, on ne peut rien. C'est-à-dire que si tout l'endomètre a été détruit... Bon, on s'accorde à dire, pour tous ces peut-être qui sont un peu perdus, que l'endomètre, c'est... L'intérieur de l'utérus. De la cavité utérine. D'accord, ok. Voilà. Alors, quand c'est complètement détruit, on ne peut rien. Mais si c'est partiellement, avec des hormones, on peut rattraper et cette femme-là, un jour, elle peut avoir des enfants. D'accord, ok. Ouais. Moi, j'ai envie de me retourner vers Rukiatou pour savoir, est-ce que c'est des informations que tu avais? Oui, c'est les informations que j'avais, mais j'en apprends encore plus. D'accord. Comme à propos de problèmes liés à l'endométriose, parce que je n'avais pas vraiment ces informations-là. C'est pas l'endométriose. C'est pas vraiment l'endométriose. Voilà, l'endométrie. Endométrite. L'endométride. Voilà. Voilà. Endométriose, on va en parler. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc j'en apprends encore plus. Mais est-ce que ça, tu penses que c'est des arguments qui peuvent parler à des personnes aujourd'hui qui continuent de pratiquer l'excision? Oui, c'est des arguments qui peuvent parler, surtout si ça s'accompagne de consultations et qu'il y a, par exemple, des experts qui viennent en discuter avec eux. Elles comprennent et puis ça leur donne encore plus de... ça leur donne elles peuvent en tout cas après, s'il y a des contacts, appeler. Parce que généralement, ce n'est pas lors des sensibilisations, ce n'est pas sur le champ. Elles le gardent sur elles n'osent pas en parler. Voilà, et c'est après qu'elles peuvent contacter pour essayer d'en savoir un peu plus. Et de fil en aiguille, elles viennent maintenant exposer leurs problèmes et puis on peut les conduire vers les centres indiqués. D'accord. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir, professeur, pour tout ce que vous avez vu comme cas, c'est dire que concrètement, les femmes se rendent compte des conséquences. En tout cas, celles qui le vivent se rendent compte des conséquences de l'excision. Absolument. Qu'est-ce qui explique que ça persiste alors? Il y a la socialisation de l'acte. Ça veut dire que pour appartenir à sa société, pour avoir de la considération, une femme doit se faire exciser. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, avec vous, les jeunes, je suis très heureux parce que j'ai vu que beaucoup participent même à la lutte avec nous. C'est ça. Alors, mais à l'époque, il fallait absolument le faire. Parce que je vais vous dire, quand moi j'étais enfant, dans ma région, à Pau, 100% des femmes étaient excisées. D'accord, sans exception. Oui, et une femme qui n'était pas excisée, son enfant ne pouvait pas hériter au plan coutumier. D'accord. Et cette femme-là, elle ne peut pas donner la calebasse pour faire le zoncome et faire le sacrifice sur le fétiche. Cette femme-là, elle ne peut pas. Et quand elle mourait sans être excisée, elle n'avait pas de funérailles. Ok, ça revient à ce qu'elle disait. Oui, elle n'avait pas de funérailles. Et pour cela, quand une femme mourait sans être excisée, celles qui l'ont assistée à ces derniers instants, ou elles avaient le courage de l'exciser avant d'annoncer sa mort, ou alors elles appelaient un homme qui venait l'exciser avant qu'on ne dise que la dame est décédée. D'accord. Sinon, elle n'avait pas droit aux funérailles. Ok. Et c'est sûr que les funérailles, c'est très important. Très déjà important, pour ceux qui restent derrière et pour accompagner le défunt dans sa vie future. Oui. Et c'est quoi, en fait, le rôle des hommes dans ça? Parce que vous avez dit qu'on peut appeler un homme pour venir exciser. Est-ce que c'est dire qu'il y a des hommes qui pratiquent l'excision chez vous? Oui, il y a des hommes. Je ne sais pas si vous avez vu le film nigérian, là,
j'ai oublié comment ça s'appelle encore, où le gars, devant sa boutique, il a marqué docteur en excision. Et oui. Hein, Ah, je ne l'ai pas vu ce film. Oui, mais un jour, il a attrapé le Conseil national, Oui. on vous le passera. D'accord. Alors, et puis, c'était quelqu'un qui était très... mais, si vous voyez la séance, je ne pense pas que vous pourrez tenir. Parce que je me souviens qu'en 92, quand nous sommes allés comment on appelle ça, en Guinée, pour la réunion de tous les gynécologues de l'Afrique, Oui. on a projeté ce film-là. Quand on a allumé, la moitié de la salle était vide. Et ce sont des gynécologues en plus. Et ce sont des gynécologues en plus. Donc c'est pour vous dire qu'une personne normale qui n'a rien à voir avec la santé, qui voit ce film-là, ne peut pas dormir. D'accord, Ah ok. ouais. Et à quel moment la lutte a commencé à quel moment, en fait, on s'est rendu compte que c'était un problème, vu que apparemment c'était très culturel, très ancré, et que tout le monde, enfin, les femmes déjà ont intégré qu'il faut impérativement être excisées, les hommes aussi, ils ne connaissent que les femmes excisées. À quel moment on a décidé qu'il fallait lutter contre? Dès la Première République, le président Maurice Yamewo en avait parlé. Il a parlé de l'excision et les chefs coutumiers sont allés le voir pour dire « Nous, on t'avait voté, croyant que tu es venu pour nous aider, mais si c'est comme ça, on va se voir aux urnes. » Donc, il n'en a plus jamais parlé. Il a fallu attendre 1983, avec la Révolution, pour que le président Thomas Sankara parle ouvertement et prenne position contre la pratique de l'excision. D'accord. Et puis, depuis ce temps, les idées ont évolué. Il y a eu d'abord des associations des femmes qui ont pris le problème à bras le corps, et puis des hommes se sont joints à elles, et comme ça, la lutte est partie jusqu'en 1990, où il y a eu la création du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision, qui deviendra en 2011 le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, parce que le président de l'époque, Blaise Compaoré, s'était déclaré contre la pratique de l'excision, après avoir réuni tous les chefs coutumiers, tous les chefs religieux à Kaya. Et vous êtes justement le vice-président du Conseil. Vice-président d'honneur. Vice-président d'honneur du Conseil, oui. D'accord. Donc, pour tout ce que... En fait, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis, j'ai quand même envie de la poser. C'est pour revenir sur l'histoire de la femme qui n'est pas excisée, qui n'a pas droit, qui n'a pas droit. Oui. Comment on savait qu'elle n'est pas excisée? Ah non. Parce que c'est quand même intime, cette histoire-là. Oui, mais vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de douche. Hein. Okay. Tout le monde se lavait à la rivière. Ah. Alors, donc... Mais je vous dis, il y a des histoires tristes. Je vous dis, il y a une de mes parentes, une de chez nous, enfin, un de chez nous, qui était docker au Ghana. Il a rencontré une de notre ethnie, il l'a épousée. Ils ont eu une petite fille et il a pris son congé, il a dit, bon, écoute, c'est normal que tu viennes quand même, que mes parents te connaissent et que toi aussi, tu les connaisses. Ils sont venus, ils sont arrivés au village. Tout le monde était content, aussi bien eux qui ont revu les parents que les parents qui les ont vus eux. C'est ça. Et les belles-sœurs, les frères du monsieur, ont dit à la femme, mais quand même, toi, tu ne vas pas continuer à garder tes habitudes ghanéennes là. Il faut que tu viennes te doucher avec nous à la rivière comme tout le monde. Donc, ils sont allés au puits se doucher et ils ont constaté qu'elle n'était pas excisée. Ils sont venus, bon, elles sont revenues, les dames, oui. Et puis, elles ont dit aux parents que leur frère a amené une femme qui n'est pas normale. Alors, un matin à 5 heures, on a pris cette femme, on l'a excisée de force. Il y a eu hémorragie, elle est morte, elle a laissé son bébé. Bon, évidemment, on a tout de suite attrapé la gendarmerie qui est venue les ramasser toutes, mais... La pauvre femme. La pauvre femme, elle ne va pas revenir. C'est sûr, c'est pour vous dire que... C'est dramatique quand même. C'était, oui, à l'époque, c'était vraiment sérieux.
Et 30 ans après, quand même, on peut dire que Oui. on a beaucoup avancé. On a beaucoup, beaucoup avancé. Et justement, dans cette région maintenant, Oui. puisque je descends régulièrement à Pau, je vais à l'hôpital, et la plupart des élèves, des sages-femmes sont mes anciennes élèves, elles sont étonnées quand elles voient une femme excisée à Pau. OK. On n'en fait même plus. Ah, d'accord. Ouais, de 100%, bon, c'est vrai qu'il a fallu 30 ans, mais que ce soit maintenant vraiment un événement, une femme excisée, ça veut dire que, oui, on a réussi à atteindre un certain nombre d'objectifs. Oui, c'est que disons que le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision a beaucoup travaillé. Nous allions de village en village. À l'époque, il n'y avait pas de car et tout ça. Nous cotisions pour prendre les Peugeot bâchés. On tombait en panne, on dormait en brousse. Et puis, on allait de village en village. Il y a certains villages où on nous chassait comme des malpropres, mais il y a d'autres qui nous accueillaient et qui nous écoutaient. C'est ça. Alors, si bien que finalement, ça payait. Ouais. Bien Alors, sûr, il y a encore des poches de résistance, mais ça payait. Malheureusement. Oui. Alors, mademoiselle Selgo nous disait tantôt qu'en fait, elle qui est dans la sensibilisation, elle a le sentiment souvent que c'est en ville que les gens sont en train de recommencer à parler excision. Est-ce que vous également, vous avez la même impression? Dans quel sens? Dans le sens où, en ville, tu entends des gens qui disent oui, c'est parce que les filles ne sont pas excisées, qu'elles sont frivoles, il faut revenir à notre culture d'avant, il faut recommencer à pratiquer l'excision, il faut peut-être revoir. J'entendais un monsieur, pas plus tard que la semaine dernière, qui parlait avec Madame le ministre en lui demandant est-ce qu'il ne faut pas moderniser la pratique de l'excision puisque c'est une pratique culturelle. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont en ville qui, pendant plusieurs années, ont entendu parler des conséquences de l'excision et qui aujourd'hui estiment qu'il faut peut-être revenir à ça. Est-ce que vous avez de temps en temps rencontré des personnes qui pensent ou qui parlent comme ça? Oui, je me souviens que quand le Conseil national a rencontré l'Assemblée nationale de l'époque pour la première fois, il y a un député qui a dit, mais lui, il ne comprend même pas le sens de notre lutte. Parce qu'au moment où les Japonais sont en train de revaloriser leur culture en relançant la lutte, la lutte traditionnelle, lutte sportive, oui. nous sommes là à lutter contre notre culture. J'étais tellement ébahi, je ne pouvais pas répondre parce que ça n'a rien à voir. C'est sûr. Est-ce que la lutte sportive, qui est un sport qui est encouragé, peut se comparer à une pratique qui enlève des vies? Vraiment. C'est pas... Oui. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, elle a raison. Actuellement, ce sont nos amis de Ouaga qui amènent leurs filles dans les villages pour les faire exciser. Et puis, ce que nous n'avons pas souvent souligné, c'est le rôle des charlatans. D'accord. Oui, C'est vrai. ils ont un rôle parce que j'ai vécu encore une histoire. Oui. Il y a un monsieur qui allait en Côte d'Ivoire avec des poulets, des moutons, et tout, il fait son commerce. Et lui aussi, il a rencontré une Ivoirienne qu'il a épousée. Alors, entre-temps, il est revenu avec l'Ivoirienne qui était là, et lui, il continuait son commerce. Et comme il faisait de la fraude, quand il allait vendre ses moutons et ses poulets en Côte d'Ivoire, il achetait des marchandises Qu'il ramenait. Mais en contournant la douane. D'accord. Un jour, la douane a mis la main sur lui et il a fait faillite. Alors, finalement, il a été consulté. Son père a été consulté et on a dit à son père qu'il faut voir si la femme qu'il a prise là est excisée ou pas. Alors, le monsieur, quand il est revenu, il a demandé à son fils, qui lui a affirmé que sa femme n'était pas excisée. Il dit, voilà, c'est la cause de ta faillite.
Mais le monsieur, il fait de la contrebande et c'est sa femme qui est accusée. Absolument. Alors, on a attrapé cette femme, on l'a excisée, il y a eu accolement complet, on l'a ramenée chez l'exciseuse qui a ouvert. Ça s'est recollé, on l'a amenée chez un agent de santé, un infirmier qui a ouvert, ça s'est recollé et c'est pour la 4e fois qu'on l'a amenée à la clinique Souka. Et c'est là que le monsieur qui avait accompagné sa femme m'a raconté son histoire. Oh mon Dieu. Vous voyez ça? Souvent, c'est un business lucratif, l'excision. Ça a un aspect lucratif. Les vieilles qui sont là en train d'exciser, ils sont souvent suivis par des charlatans aussi. Ouais. Même pendant le suivi, il y a toujours un marabout ou un connaisseur, entre griffes, qui est là pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, c'est toute une chaîne, en fait. C'est toute une chaîne des parents à l'exciseuse, aux charlatans. Donc, c'est pour lutter contre ça. Et le Burkina est pratiquement... Quand tu prends l'Afrique, en tout cas dans la sous-région, on est leader. Qui a eu cette évolution-là aussi rapide dans la lutte contre ce fléau. Parce qu'en Guinée, il parlait de la Guinée tout à l'heure, mais en Guinée, c'est pas possible. En Guinée, c'est ancré. Ils sont vraiment dedans. 90%. Oui, oui. Moi, au Mali, je pensais qu'on était pire, mais la Guinée, en Afrique de l'Ouest, la Guinée, c'est pas possible. C'est ça. Et là-bas, je pense qu'il faut encore beaucoup d'efforts, beaucoup d'associations, pour pouvoir On va dire qu'au Burkina, la répression a beaucoup joué quand même. Non, c'est plutôt l'engagement des autorités politiques. D'accord. Par la création du Conseil national et avec comme présidente la ministre de la promotion de la femme, oui. Hein, et avec vice-présidente le ministre de la Santé. Donc, c'est-à-dire que l'État était engagé dans cette lutte-là. Et c'est intéressant aussi de voir, excusez-moi de vous couper, docteur, mais c'est important de souligner que, aussi de voir des hommes qui sont au devant de cette lutte, ça permet... Parce que souvent, c'est les femmes. Et quand c'est les femmes en Afrique, on sait qu'on ne prend pas très souvent au sérieux. Mais quand c'est des hommes qui viennent eux-mêmes pour lutter contre ça, alors que dans certaines zones, on dit « Ah, tant que tu n'es pas excisé, l'homme ne te veut pas, ainsi de suite, ainsi de suite. » Donc, quand cette lutte-là vient d'un homme, qu'un homme est au devant, ça a plus de poids. Et ça, je pense que ça a plus d'impact. Oui, justement, dans le Conseil national, vous avez des chefs coutumiers et des chefs religieux. Et là, c'est très important. Dont la voix porte vraiment. Oui. C'est ça. Parce que je me souviens, en 1994, il y a eu la grande réunion des chefs coutumiers à Bobo, hein, où les partenaires avaient quand même mis le paquet, ils ont donné beaucoup d'argent. Les chefs coutumiers étaient tous venus à Bobo, ils étaient logés, nourris, per diem, et leurs chauffeurs étaient pris en charge et chacun avait droit à 2 accompagnants. D'accord. Et on a projeté justement ce fameux film nigérian-là. Alors, et je vous dis, hein, quand on a réallumé, la salle était presque vide. Et quand on est revenu, beaucoup ont dit « Ah, on ne savait pas que c'était comme ça ». Les gens on venait nous dire « Ah, demain, on va amener les enfants là pour en faire des femmes ». Et ils disent « Bon, d'accord, que vos ancêtres vous accompagnent ». Mais ils ne savaient pas que c'était aussi cruel. C'est ça. Et depuis lors, beaucoup se sont engagés dans la lutte. Et le premier président de leur association, c'était le Gungé Naba. D'accord. L'actuel Gungé Naba. Oui. Alors, il était vraiment... Parce que, comme on le dit souvent, quand on dit excision comme ça paraît abstrait. Banal. Pour ceux qui ne l'ont pas vu réellement, ils se disent, oui, on le fait depuis des générations. Si elles ne sont pas mortes et qu'elles nous ont faites, c'est que forcément, c'est bien et que ça ne tue pas. Et souvent, quand il y a des cas de décès, il y a aussi des explications qu'on trouve. Oui. Tout à fait. Bon, justement, je me souviens, le film, là, son titre, c'est La Dupérie. D'accord. Ouais. Alors, chez nous, quand une fille mourait au cours d'une séance de l'excision, c'est parce que soit la mère avait trompé son mari, ou alors son mari avait volé, ou alors il avait
en tout cas, été contre les coutumes quelque part. C'est les parents qui sont les Ce coupables. sont les parents qui sont coupables. C'est une faute des parents que la fille paie. Sinon, l'enfant n'est pas Si sorti. l'enfant ne devait Toi, pas tu as venir. entendu d'autres arguments? En fait, chez moi, pendant notre excision, il y a eu des filles qui se sont évanouies. Mais c'était carrément le contraire parce que chez nous, on disait que c'est une sorcière qui était dans les parages, qui attrapait les filles et qu'il fallait rapidement faire des trucs, sinon elles allaient... Il faut l'exorciser. Voilà. Ouais, Donc, il y a une dame qui était dans le village et elle passait nous, on passait notre temps à aller parce qu'elle avait des filles avec qui on jouait. Donc, voilà. Et ce jour-là, il y a 2-3 filles qui se sont évanouies et on dit que c'était elle. Donc, depuis jusqu'à ce que nous, on quitte le village, on nous dit de nous éloigner d'elle. On ne lui a même pas informé qu'on devait quitter le village et tout, quoi. Donc, on a fait en sorte qu'elle ne s'approche plus de nous et tout parce qu'on nous a dit que c'était elle qui était là et qu'elle, voilà. En fait, c'est elle la responsable, C'est elle la responsable de ce qui s'est passé, voilà. Ah non, mais bon, ces filles-là, soit parce qu'elles avaient beaucoup saigné, ou alors c'était le degré de la douleur. C'est ce qu'on appelle le choc vagal. Quand la douleur est intense, il y a une sidération au niveau du cerveau et l'intéressé perd connaissance. Voilà. Donc, on imagine tout ce qu'on arrive à s'inventer dans la tête pour expliquer ce qui se passe. En fait, tout est tellement justifié qu'il n'y a pas de raison d'arrêter. Puisqu'on va te dire que si tu n'es pas excisé, déjà, tu n'as pas ta place dans la société. Ensuite, tu n'auras pas d'enfant. Si l'enfant meurt, c'est soit les parents, soit une sorcière, ce qui ramène à un autre problème dans nos sociétés parce que cette pauvre femme qui n'a rien fait se retrouve accusée de sorcellerie dans un village et on sait le sort qui est réservé à celles qui sont accusées de sorcellerie. Donc un autre problème. Tout ça au nom de quoi? D'une pratique dont on ne connaît même pas l'origine. Elle n'est surtout pas religieuse. Ça, c'est Donc, sûr. souvent, les gens ont tendance à utiliser la religion. Elle n'est pas religieuse. C'est juste que les gens se sont créés une idée dans la tête et ils restent calés sur ça. Je donne un exemple tout banal. Par exemple, et je parle du Mali parce que c'est ce que je connais. Mais par exemple, donc, quand tu es dans les autres régions du Mali, par exemple, que ce soit Bamako, Kaï, on est tranquille dans notre région. Et dès qu'on reçoit quelqu'un du Nord, on se dit, ah, attrapez vos maris, hein, attrapez vos maris. Et on se dit, mais pourquoi? Ah non, les filles du Nord, elles ne sont pas excisées. D'accord. Donc, dès qu'elles viennent là, elles te chopent, elles te prennent ton mari, et ainsi de suite. Donc, on a une idée tellement arrêtée sur ces choses et on ne sait pas d'où ça vient. Malheureusement, on ne sait pas d'où ça vient. Et toi, tu vis... C'est comme je disais tout à l'heure aussi, quand tu es dans un environnement où tout le monde est excisé, tu penses que tu es normal. Mais quand tu vas dans un environnement où les gens ne le sont pas, là, tu te crées toi-même, tu commences à être complexé. Tu te dis, est-ce que je suis normal? D'où justement celle qui, après mariage, part pour se faire exciser. C'est affreux. C'est ça. C'est affreux. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'explication. On va voir sur Facebook ce qu'on nous dit. Alors, on a Kipsa Tarpaga qui dit « Salut Stéphanie, je vous envoie mon bonjour et que Dieu vous bénisse et longue vie à votre émission Le Loft. » Alors, Mamadou Zagré, « Salut Stéphanie, quel beau sujet du jour. Rukiatou Sudgo explique bien à tous ceux qui vous suivent pour qu'elles puissent croire cette méchanceté d'exciser-là. Et surtout, certaines grandes-mères qui ne comprennent jamais le cas. Bon vent à vous. Asita Traoré, bonjour Stéphanie, Philly du courage, Rukiatou, merci, je suis contre l'excision. Alors, Mohamed Bassir Zungrana, bonjour Stéphanie, je suis très heureux de voir que vous abordez le sujet. J'ai des sœurs excisées et j'ai déjà de la peine pour elles car j'en connais les conséquences. Je ne suis pas encore mariée, mais si ma femme serait excisée, j'en mourrais de pleurs. Et tu voulais dire quelque chose ? On est en 2020, donc si sa femme est excisée, il y a des solutions aussi pour arranger ça. Justement, on va partager sa préoccupation avec le professeur. Par contre, il y a Eric Gomez qui pense que l'excision est une bonne pratique qui permet d'éviter une vie de débauche chez les jeunes filles. N'est-ce pas ce qu'on disait, professeur? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là, finalement? Non. Mais le vagabondage sexuel est une question d'éducation. Ce n'est pas une question d'excision ou pas. C'est ça. Parce que, par exemple, dans les villages, quand vous voyez un monsieur qui bat sa femme parce qu'elle est infidèle, cette femme-là est excisée. Bah, c'est au village. Oui, et c'est au village. Alors donc,
ce n'est pas une question d'excision, c'est une question d'éducation plutôt. Ça, c'est sûr. Quand tu rencontres des personnes qui te sortent cette phrase, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça me fait rire. Mais comme le professeur, je leur dis que c'est une question d'éducation parce que quand vous regardez, et je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites, mais si vous faites la remarque, nous, à notre génération, la plupart de celles qui sont actuellement, qui ont eu une vie bizarre, c'est celles qui ont été excisées. Elles ont des enfants un peu partout. C'est pratiquement la dernière génération de celles qui sont excisées qui ont cette vie-là. Oui, et même au-delà, parce que quand c'est une question d'éducation. Si vous vous éduquez bien, vous parlez de la sexualité avec vos enfants, il n'y a pas de raison qu'elles aillent voir ailleurs ou bien qu'elles vivent une vie de débauche. Mais vous ne discutez pas. La fille, elle est là, elle a été excisée de 1, 2, elle est là et puis bon, la première expérience, ça ne va pas. Et elle voit sur les réseaux sociaux qu'on parle de... Bon, il y a du plaisir à faire. Elle va se chercher à essayer de tester ça. Donc, c'est justement aux parents de faire la part des choses et puis de parler de la sexualité avec les enfants. Parce que l'excision est également liée à cette question-là. Tant qu'on ne va pas discuter de la sexualité avec les enfants, on va toujours accuser le fait qu'elle ne soit pas excisée. C'est ça. Et en fait, en nous parlant de ton expérience à toi, tu as dit que vous avez été quand même interné pendant 3 semaines de l'excision jusqu'à la cicatrisation avant de vous libérer. Et quand, pour ceux qui sont adeptes du retour à l'excision, ils disent oui, parce qu'à l'époque, il y avait justement l'initiation pendant ces 3 semaines où on préparait la jeune fille à devenir une bonne femme, à s'occuper de ses futurs enfants, à s'occuper de son mari. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas chez moi. Donc, pourquoi il y en a qui estiment que... je ne sais pas. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Non, et puis actuellement, l'exciseuse se déplace chez les parents des victimes. On ne rassemble pas toutes les filles. Non. Du fait de la loi. L'affaire se fait clandestinement, si bien que donc il n'y a plus rien qui puisse... On n'a pas à dire qu'il y a une histoire d'éducation derrière et tout ça. Non, votre enfant, vous avez décidé de l'avoir, c'est à vous de vous assurer de son éducation. C'est une responsabilité d'être parent. C'est ça. Donc c'est trop facile de dire que c'est parce qu'elle n'est pas excisée. C'est pas vrai. Exactement. Alors on a Mohamed Zungrana donc, qui dit que si jamais il n'est pas encore marié, mais il dit que si jamais sa femme est excisée, il va en souffrir. Est-ce que pour lui, vous pouvez lui dire qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour pas ramener la femme avant, mais quand même soulager sa douleur si d'aventure elle devait vivre des séquelles compliquées? Oui, bon. Il y a la restauration clitoridienne qui se fait en fait. Je profite de l'occasion pour dire aux femmes que la restauration clitoridienne, ce n'est pas donner un nouveau clitoris à la femme. C'est le moyen qui reste après la pratique de l'excision qu'on extériorise. Alors, ce moyen étant extériorisé, il devient plus accessible aux caresses de l'époux. Et la femme, en fait, s'en sent beaucoup mieux. D'accord. Mais ce n'est plus un clitoris. C'est sûr que ça a été coupé. Bien sûr. On ne peut pas ramener. Donc, mais au-delà de ça, quels sont les différents types de réparations que vous faites? Bon, il y a la restauration clitoridienne dont je vous parle, mais il y a aussi la vulvoplastie qui consiste à réouvrir l'orifice vaginal. Et certaines des femmes, quand elles sont excisées, elles développent des kéloïdes. La kéloïde, c'est une cicatrisation vicieuse sous forme de boursouflure. Vous voyez certaines personnes qui les ont quand elles se blessent. Voilà, c'est ça. Alors ça, nous réséquons ces kéloïdes-là et avec des corticoïdes, ça ne repousse plus. D'accord. Et puis, il y a d'autres femmes qui ont des kystes vulvaires. C'est dommage, j'aurais dû apporter quelques images. Il y a qui ont des kystes vulvaires après l'excision. Le kyste, c'est une collection de liquide qui est enveloppée par la peau à la cicatrisation. Donc, nous enlevons ça aussi. Ce kyste-là aussi. D'accord. C'est ce que nous faisons pour les femmes. Donc, en fait, les conséquences
change en fonction du type d'excision, Absolument. du corps de la victime et ouais. du traitement qui a suivi la pratique de l'excision. Absolument, oui, Ok, c'est ça. d'accord. Donc, toujours sur Facebook, alors, on a Abdoul Nasser Nebier. Il y a excision et excision, car l'ablation totale du clitoris n'est pas une excision. Sinon, la vraie excision, c'est signe de féminité. Est-ce que vous comprenez ce commentaire-là? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. Quelqu'un comprend sur le parce que j'ai perdu. Non. Non. Personne ne comprend. Donc, c'est-à-dire que lui-même ne sait pas ce que c'est que l'excision. Mais moi, j'ai une question par rapport à la... C'est pas la réattribution, mais le terme. Reconstitution. La reconstitution. Je voulais savoir, en fait, pour une femme, parce que j'ai regardé un reportage, une sœur africaine en Europe est allée voir un médecin. Docteur Foldes. Sûrement. Oui. Où elle voulait la réattribution. Je sais pas, j'oublie tout le temps le terme, mais bon. La reconstitution. Voilà. Et donc, maintenant, le monsieur a fait la reconstitution, mais maintenant, ça lui a pris peut-être environ quelques années pour vraiment sentir cette partie-là. Je ne sais pas c'est dû à quoi. C'est-à-dire qu'elle est venue, au début, elle se plaignait, elle avait peur. Après, les sensations sont revenues, mais au départ, elle avait peur parce qu'elle a fait environ 8 à 1 an avant que les sensations réelles du clitoris se sentent. Donc, je ne sais pas, c'est dû à quoi aussi? C'est dû au choc psychologique qu'elle a subi pendant la pratique de l'excision. Il a fallu qu'elle récupère psychologiquement petit à petit. Parce que c'est vrai qu'on parle des conséquences physiques, mais c'est quand même un gros traumatisme psychologique pour la jeune fille, pour la jeune femme. Et forcément, on n'en sort pas d'un claquement de doigts. Il faut le temps qu'il faut. Alors, on a une question pour le professeur. J'espère qu'on va comprendre la question. Bonjour tout le monde. La question qui me préoccupe, la voici. Quelle est la persécution majeure et dramatique de l'excision? Bon, il y a une autre question plus haut, donc je vais lire les derniers commentaires très rapidement. Draman Alou, merci au professeur Akotionga pour ses nombreux efforts dans la lutte contre l'excision. Dempsey, bonjour Stéphanie, j'aimerais savoir pourquoi les hommes ne trient pas les filles excisées ou pas, et par contre les filles trouvent le problème avec les garçons non circoncis. Ça me tracasse ce phénomène. Or pourtant, les hommes non circoncis, bon malheureusement je ne vois pas la suite de son message. Sephora Diandé, belle émission concernant le thème. Il faut vraiment que les parents prennent conscience des dangers liés à cette pratique. J'ai un cri de cœur, si vous pouviez avoir une sensibilisation du côté de Yako, de mon village, où on pratique toujours. Bon, je suppose que si la suite, c'est pour dire qu'elle a des cousines qui sont excisées. Et Fatimata Zongo qui nous dit un grand merci. Alors, donc, là, quand il parle de persécution majeure et dramatique, moi, je pense que c'est une conséquence, je crois. Oui. J'espère. C'est quoi la pire conséquence de l'excision? Je pense que c'est la question qu'il veut poser. Mais la pire conséquence, c'est la mort. C'est ça, tout simplement. C'est la mort, parce que si la femme elle se vide de son sang, elle meurt. C'est ça. Et puis, il y a le trouble psychologique qui accompagne la femme toute sa vie. Oui, parce que certaines sont tellement choquées qu'elles deviennent frigides tout le long. J'ai des femmes comme ça qui ont 3-4 gosses, mais elles reviennent et disent « On me parle de plaisir, je n'ai jamais compris ce que c'est. » Je ne sais pas ce que c'est. Oui. C'est une frustration, ça. Oui, c'est parce qu'elles ont été traumatisées. Elles ne se sentent pas femmes. Ah ouais. Alors qu'on prétend que c'est pour justement les faire devenir femmes. C'est pas vrai. paradoxal. C'est le contraire. Exactement. Le contraire. On s'achemine vers la fin de notre échange aujourd'hui qui a été très instructif. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris, ça m'a édifié. Et forcément, ça conforte et renforce l'idée qu'il faut se lever, se battre pour atteindre le niveau zéro de pratique. Parce que j'ai lu quelque part que quand même toujours 11,3% des filles de moins de 15 ans au Burkina sont toujours concernées par la pratique de l'excision. Quand on prend le ratio de notre population, on se rend compte que c'est énorme. C'est énorme et il n'y a pas de raison que ça continue. Donc il faut vraiment que quelque chose soit fait. Il faut que chacun s'y engage. Et pour tous ceux qui pensent que c'est une question de bonne vie, mauvaise vie, regardez un peu plus du côté de l'éducation. Un dernier message avant qu'on se dise au revoir? C'est surtout appeler mes pères jeunes à s'engager, à lutter, parce que je suis heureuse de voir que la célébration des 30 ans de cette année de lutte contre la pratique de l'excision a donné la voix aux jeunes. Donc c'est appeler les jeunes à vraiment s'engager, parce que c'est nous, la génération, qui devons dire fin,
devront mettre fin, qui devront dire stop à la pratique. Et tant que nous ne le ferons pas, ça sera vraiment compliqué. Donc, c'est les appeler à s'engager, à sensibiliser autour d'eux et puis surtout à ne pas le faire. Je veux savoir, il y a beaucoup de garçons engagés dans la lutte ou pas? Oui, il y a beaucoup de garçons. Il y en a beaucoup plus même que de filles. Il y a plus de garçons engagés dans la lutte que de filles. D'accord. Moi, dans le milieu où je suis, en tout cas, il y a plus de garçons que de filles. Ok. Voilà. J'ai envie de dire, c'est encourageant et un peu triste quand même. Oui, c'est encourageant et un peu triste. Voilà pourquoi moi, mon initiative, c'est surtout d'amener les filles, parce qu'elles ne parlent pas. Elles n'osent pas. Voilà, c'est de les amener déjà à le faire anonymement. J'ai déjà recueilli des témoignages que je veux publier. D'accord. Donc, à parler, à dire ce qu'elles subissent, ce qu'elles ont subi, comment est-ce qu'elles arrivent à vivre, et puis surtout les orienter pour des conseils, surtout en matière de gestion hygiénique, de comment est-ce qu'elles doivent se sentir et tout, quoi, voilà. Donc, c'est surtout ce côté-là que nous sommes en train de mettre l'accent, amener les gens à parler, amener les jeunes à s'engager. Voilà. D'accord. Et s'il y en a qui veulent te suivre pour justement voir les témoignages que tu vas publier? J'ai une page Facebook qui s'appelle Vivre avec l'excision, qui est actuellement, je suis en train de vouloir mettre en place un blog où je vais discuter. J'ai une collaboration avec Voix de Femmes, c'est une ONG. Donc, ensemble, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons orienter les personnes qui se confient à nous pour des soins. Voilà. Ok, d'accord. Donc, j'ai envie de dire, voici une des personnes vers qui elles peuvent être guidées en face de vous. Et je suis heureuse d'être en face de vous parce qu'on m'a vraiment beaucoup parlé de vous au niveau de Voix de Femmes. On m'avait même orientée vers lui pour des conseils, mais en fait, j'ai toujours pas le courage d'aller et puis de revoir les séquelles parce que on ne sait pas c'est quel type chez moi. Et elle n'a pas encore franchi le niveau psychologique pour se dire j'ai envie de savoir c'est quoi le niveau de dégâts qu'on a créé en moi. C'est ça. Pour le moment, elle n'a pas encore le courage de franchir. C'est un travail de longue haleine et en fait, c'est surtout de revoir parce que quand je vois les larmes, quand je m'assois, c'est depuis en 2018 que j'ai commencé des consultations gynécologiques parce que je ne voulais même pas voir quelque chose qui s'approche de moi, quoi. Même les larmes, quand on découpe la viande à la maison, je préférais m'éloigner pendant très longtemps parce que j'avais toujours la sensation de voilà. Mais je suis sur la bonne voie parce que j'ai déjà accepté d'en parler, donc je viendrai bientôt vous voir. On va y arriver. D'accord. Et un petit mot de fin, professeur? Moi, j'insiste que l'excision n'a aucun avantage. Elle n'a que des inconvénients. Et s'il y a une seule femme excisée au Burkina, la lutte doit continuer jusqu'à ce qu'on soit à la tolérance zéro. D'accord. Et que les femmes qui ont des séquelles d'excision, je suis à leur disposition tous les mercredis dans ma clinique, derrière la station Total de la Cité en 2, la clinique à Téguina, elle peut venir. Tous les mercredis? Tous les mercredis. Et la prise en charge est gratuite. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone de la clinique qu'on peut avoir ou vous ne l'avez pas? Un numéro de téléphone de la clinique? 25 38 67 56. D'accord, merci beaucoup. Alors, Philly? Un grand merci à vous deux, vraiment. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup depuis des années. Je suis très heureuse de voir Okieta faire cette lutte-là et je crois que nous tous, on devrait même vous suivre. C'est ça. Et merci aux professeurs. Vraiment, on a besoin de personnes comme vous. Et j'espère qu'il y a d'autres jeunes qui se forment avec vous dans ce sens-là parce que voilà, c'est bien, mais si on a plus aussi, c'est encore mieux. Donc, grand merci à vous. Pour tout ce que vous faites. 600 agents de la santé. 600 agents de la santé formés pour pouvoir faire la prendre le relais. Exactement. Parce que vous avez pris votre retraite. Il faudrait aussi à un moment donné vous reposer. Mais jusque-là, ils ne se reposent pas. Ils ne se reposent pas. Donc, à un moment donné, sa retraite date de 2012. Ah, vous... 11. 2011. Voilà. 9 ans et vous êtes toujours en activité. Il faut que vous vous reposiez un peu. Ça veut dire qu'il faut... Voilà. Moi, c'était juste un grand merci à vous. Vraiment. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à vous, à tout le monde. Beaucoup de courage, bon vent. Merci beaucoup au professeur, merci à Philly, merci à nos téléspectateurs, à ceux qui nous ont écrit sur Facebook. On espère qu'on a contribué à changer un peu la vie et le regard de certains sur justement la pratique de l'excision. Et on se dit à la semaine prochaine avec d'autres sujets. On se dit, on fait très attention aux personnes qu'on aime et on essaie de contribuer à notre manière à lutter contre la pratique de l'excision. Même si ça vous paraît abstrait, ça fait des dégâts énormes et ça mérite qu'on se lève et qu'on se batte. À la semaine prochaine, au revoir.